C'est une nouvelle soirée avec deux nouveaux débats qui s'ouvrent sur i24 News. Nous sommes le mardi 9 février. Bienvenue dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Donald Trump sera-t-il destitué alors qu'il n'est plus au pouvoir? Le Sénat américain a ouvert ce soir une procédure hors du commun. Mais ne cherche-t-on pas à abattre Donald Trump plus que de raison, à réduire à néant tout avenir politique? Ce sera le grand débat des GGMO. Des vaccins, en veux-tu, en voilà en Israël. Et pourtant, les centres se vident. Au même moment, en France, les espoirs d'atteindre l'immunité collective sont repoussés peut-être à l'été prochain. Alors, ne faudrait-il pas rendre la vaccination obligatoire? C'est notre question du jour sur Twitter. Nous la poserons également à nos grandes gueules. Et les gouvernements doivent-ils avancer tête baissée ou céder au parfum de rébellion? En Israël, les commerçants menacent d'ouvrir dès jeudi en appliquant leurs propres règles. En France, Louis Alliot rouvre 4 musées à Perpignan. Une digue est-elle en train de céder? Nous interrogerons nos GGM. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir à nos grandes gueules du soir, Meir Habib, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Député UDI des Français de l'étranger, Daniel Cheikh, bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël en France. Je salue également nos grandes gueules parisiennes ce soir, en direct avec nous. Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir mon cher Yves, heureux de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir également Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, président du mouvement Les Engagés. Bonsoir mon cher Laurent, heureux de vous retrouver également. Et ouvrons tout de suite notre premier débat. Allez. Incitation à l'insurrection. Voilà ce qui est reproché à Donald Trump après l'assaut contre le Capitole du 6 janvier. Une procédure en destitution hors norme, puisqu'il n'est plus au pouvoir. Et il n'empêche, Noémie Aliwa, le Sénat américain s'y penche. Il a commencé d'ailleurs à s'y pencher il y a une heure tout juste, avec des conséquences à très très long terme. Oui Benjamin, avec une procédure très particulière. Le procès donc a débuté au Sénat il y a environ 1 heure à 13h heure locale et devra dans un premier temps départager si cette procédure est constitutionnelle ou non durant un débat préliminaire d'environ 4 heures. Pendant ces 4 heures, chacun aura 2 heures pour présenter ses arguments, puis les élus seront appelés à voter. Alors la ligne de défense de Donald Trump est déjà connue, elle consiste à dire que l'ancien président ne peut pas être jugé dans le cadre d'une procédure de destitution parce qu'il n'est plus au pouvoir. De leur côté, les élus démocrates chercheront à démontrer l'inverse, mais également l'implication de Donald Trump dans l'émeute du 6 janvier en démontrant qu'il aurait encouragé cette révolte. Si le procès est confirmé, il promet d'être expéditif puisque selon l'accord conclu entre les deux parties, il devrait être conclu en l'espace d'une seule semaine et une condamnation nécessiterait ensuite l'appui des 2/3 des 100 sénateurs, donc ce qui est assez peu probable. Alors, pour rappel, l'ancien chef d'État est accusé d'avoir encouragé l'assaut dans le Capitole dans les derniers jours de son mandat, le 6 janvier dernier. Voilà, pendant que vous parliez, Noémie, on va continuer dans le courant de cette soirée de voir en direct les images qui nous viennent du Capitole, puisque ça a ouvert il y a 1 heure tout juste ce procès en destitution avec, comme vous le disiez, pendant les heures qui viennent, simplement une question technique. Au fond, est-ce que c'est possible de juger un président alors qu'il n'est plus en exercice de ses fonctions? Mais Habib, ce procès en destitution qui s'ouvre, il est légitime? Ou alors est-ce que c'est une tentative d'abattre définitivement Donald Trump? C'est évidemment une tentative d'abattre définitivement Donald Trump. C'est pire. C'est une tentative de l'humilier. On peut aimer ou on ne peut pas aimer Donald Trump. Il a fait 74 millions d'Américains ont voté pour lui. Ça, c'est certain. Avec ou sans les fraudes, moi je ne pense pas qu'il y ait de fraude. Les républicains pensent qu'il y en a eu. Il y a un seul président, c'est Biden. Quel intérêt aujourd'hui de l'humilier? Force est de constater qu'aujourd'hui, d'après les codes de popularité, il est plus. Il n'est pas directement responsable. Tout le monde condamne. C'est la question. Tout le monde condamne. Mais Benjamin Petrover, Daniel Cheikh, on a permis au président Khamenei d'avoir toujours un compte Twitter, on a interdit le compte Twitter de Donald Trump. On veut l'humilier. Mais est-ce que c'est lui qui les a envoyés au Capitole? Je ne crois pas. Daniel Cheikh. Moi, peut-être je ne le crois pas non plus, mais je pense que il y a d'abord vu que personne ne pense qu'il sera condamné, tout le monde est d'accord là-dessus, parce qu'il y aura. Non, il y a une valeur pédagogique à dire qu'on ne peut pas participer d'une manière ou une autre à l'assaut du symbole de la démocratie américaine et que cela passe
sans aucune conséquence. Mais Donald Trump c'est n'était pas parmi la raison. Les assaillants. C'était pas un assaillant, Donald Oui, mais Trump. les assaillants... Ah, ils étaient pour Donald Trump. Mais est-ce que Donald Trump a... Non, Bah non. mais Donald Trump était pour les assaillants. C'est plus grave que ça. Mais ça, c'est autre chose. Non, mais il les a incités à... Il a condamné publiquement, comme le dit Noémie Adewa. Après, a posteriori. Le jour même, non. Quelques minutes après l'invasion du le jour même, après il les a désavoués très rapidement. Oui, ça, a posteriori. Je parlais avec Guy Millière il y a quelques jours, qui habite aux États-Unis à Las Vegas. Il m'expliquait que beaucoup de républicains sont persuadés qu'il y a eu des fraudes. Moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul président. Nos grandes gueules parisiennes, je veux vous entendre. Que ce n'est pas vrai. Yves Tréhard. Simplement, oui. À Paris, Yves Tréhard. De le répéter si vous êtes d'accord. Est-ce que c'est un acharnement qui se dessine ce soir contre Donald Trump et une volonté de l'abattre définitivement? Non, c'est pas. Écoutez, j'ai entendu le mot légal ou illégitime. Illégal ou illégitime. Je sais pas si c'est illégal, mais c'est pas illégitime parce que c'est vrai qu'il s'est comporté de façon tout à fait comme un voyou ce jour-là. Et d'ailleurs comme dans une partie de son mandat à certains égards. Mais le sujet, il est pas tellement là. Le sujet, il est de savoir si le personnel politique en général aux États-Unis, républicains et démocrates, ont intérêt à faire de Donald Trump un bouc émissaire. Les républicains, ils ont tout intérêt à tourner cette page-là. Ils sont en train de le renforcer. Très grande majorité. Oui, et donc une victime, et donc ils ont tout intérêt, pour ce qui concerne les républicains, à tourner cette page, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent plus entendre parler de cet épisode, qui est quand même un épisode... C'est pour ça qu'ils vont expédier le truc, ils vont le faire très vite. Les démocrates, je pense qu'ils ont intérêt justement à ne pas faire de Trump une victime, parce qu'ils ont intérêt à mettre en avant leur propre politique et justement montrer que ils se sont faits d'un tout autre bois. Il est là le sujet. Alors après on verra si le Sénat se déclare compétent, et c'est vrai que la question se pose, on va voir, ça va être intéressant. Mais même s'il se déclare compétent, je suis sûr parce qu'il faut une majorité qualifiée des 2/3 du Sénat, sur 100 sénateurs. Il ne sera pas condamné, c'est exclu. Ce n'est pas possible. Alors, mais de l'huile sur le feu. Mais il y a une. Attendez, laissez-moi on va l'arrêter simplement parce que Meir Habib en a envie. C'est pas possible. Ce qui est sûr, c'est que. Je voudrais dire un mot. Alors, je ne vous entends plus parce que mon oreillette est partie. D'accord. Alors, Laurent Geoffrin, si la vôtre fonctionne, mon cher Laurent, est-ce qu'il n'y avait pas une meilleure manière de finir l'ère Trump que via cette procédure? Mais cette procédure est parfaitement légitime. Quand vous relisez le discours de Trump, de son fils, qui a été tenu juste avant l'assaut, il est question de partisans qui doivent montrer leur force. C'est ça le texte du discours. Il faut montrer sa force. Et entre montrer sa force et faire usage de la force, il y a une nuance très mince. Alors on peut décider que cette nuance est décisive ou non, mais la question se pose. Oui, mais d'organiser maintenant cette procédure de destitution, Laurent Geoffrin, alors qu'il n'est même plus au pouvoir. Mais il n'est pas organisé maintenant, il a été organisé de suite. Il est assez légitime de se poser la question de savoir si le Trump n'a pas encouragé ses partisans à donner l'assaut. Premier point. Deuxième point, il a mis 2 heures, 3 heures avant de condamner, alors même que son entourage le pressait de le faire. Ça, c'est factuel. Et troisième point, je ne comprends pas, franchement, comment un Israélien peut défendre cette affaire alors que, j'ai pas fini, alors que, quand vous regardez les images, vous voyez que plusieurs partisans de Trump, assez nombreux, condamnés par personne, avaient des t-shirts où il y avait marqué 6 millions de juifs tués, ça n'est pas assez. On les a montrés le lendemain même sur cette antenne. Il défend ce genre de choses. Pour moi, la question de la Shoah est fondamentale. Mais là il mélange tout. Je considère qu'il y a là un... Mais attendez, laissez finir l'extrême droite. Laissez finir Laurent Geoffrin. Vous l'avez vu, et vous faites semblant de ne pas le voir, par esprit partisan. Mais il y a toujours eu des éléments épars dans toutes les manifestations. Je crois rêver. Regardez des manifestations. Meir Habib. Alors, ce que dit Laurent Geoffrin est juste, et dès le lendemain, on les a montrés à l'antenne, c'est croix gammées qui sont entrés dans le Capitole. Qu'il y ait des crapules qui votent Trump, c'est certain. Qu'il y ait des gens d'extrême droite qui veulent Trump, c'est certain. Mais non. Est-ce que Trump, pour autant, est une crapule? Je ne crois pas. Ce sont des gens qui ont donné l'assaut. Trump, aujourd'hui, si on voit son bilan, et si on le fait aujourd'hui sans passion, si on voit son bilan, au niveau des accords d'Abraham, au
aujourd'hui, il s'agit des États-Unis, pas du Moyen-Orient. Pour les Américains, ce qui importe, c'est pas les accords d'Abraham. C'est l'économie. Je suis député français et pas député américain. Je dis simplement, pour calmer les esprits, je crois que Biden aurait montré, et le Sénat en général, une grandeur d'esprit. D'abord, non mais Laurent Geoffrin, vous défendez l'indéfendable. Mais comment je défends je défends Donald Trump, c'est mon droit de défendre Donald Trump. Il y a des crapules qui votent Trump, comme des crapules qui votent Biden, il y en a des deux côtés. Tout à fait votre droit, mais il faut en assumer les conséquences. Pendant les manifestations Black Lives Matter qui ont soutenu aussi les démocrates, il y avait bien sûr des drapeaux d'Israël avec écrit Israël égale nazi. Mais je les défends. Donc il y a toujours des extrémistes dans personne sur ce plateau. C'est pas la peine de les défendre. Personne sur ce plateau. Moi, je suis d'accord. Daniel Sheik, personne sur ce plateau. Mais c'est Meir Habib qui défend les gens. Je défends Donald Trump. Personne ne défend le fait d'avoir attaqué le Capitole. C'est grave, c'est condamnable et totalement condamnable. Si c'est condamnable, c'est pas Donald Trump qui a donné l'ordre de condamner au Canada. Mais c'est pas vous ni moi qui vont le décider. C'est pour ça qu'il y a une procédure au Sénat. Et d'ailleurs, il y a une chose que je pense que Laurent Geoffrin a dit qui est juste. Les deux partis ont envie d'expédier cette procédure. Les Républicains, parce que ça leur va plutôt bien que Donald Trump se retire, qu'il calme les esprits, qu'il n'y ait pas de division dans le parti. Et les démocrates, parce qu'ils ont envie de permettre au Sénat d'aborder les vrais sujets, c'est-à-dire notamment de ratifier les nominations du cabinet ministériel, etc. Donc je pense que la valeur pédagogique, elle est très importante pour dire quelque chose sans précédent s'est produit à Washington. On ne peut pas passer l'éponge sans qu'il n'y ait... Il l'a condamné. Il l'a condamné. À deux plus claire. Mais c'est pas... Il était quand même président des États-Unis. Alors, je comprends. Attendez. Alors, il sera cité. Mais à gauche, il est haï ce soir. Il sera jugé et acquitté. Ils ne peuvent pas avoir Trump. C'est comme ça, on peut rien y faire. Mais qu'est-ce que ça vous fait s'il sera jugé et acquitté? Tant mieux. Yves Tréhard veut réagir, il a récupéré son oreillette. Yves Tréhard. Oui, non, je voudrais dire une chose. Tout le monde n'est pas le général de Gaulle et on sait que le général de Gaulle a voulu passer l'éponge après la guerre en France. Simplement, là, il y a quand même un comportement manifeste de délinquant. Hein. C'est-à-dire qu'il appelle, alors qu'il est encore président des États-Unis, il appelle à la sédition. Il appelle au renversement du pouvoir qui a été démocratiquement élu. Parce qu'évidemment, tout ce qui est... Parce qu'il n'est pas content du résultat, c'est tout. Sont complètement farfelus. C'est comme un gosse. C'est évident. On lui a pris son jouet. Il n'est pas content du résultat. Et à ce moment-là, il faut faire un procès. C'est évident. Et on ne peut pas laisser la chose en l'état. Simplement, ce qui est évident aussi, c'est que les démocrates n'ont pas intérêt à en faire une victime, parce que si Trump est ce qu'il est, il a quand même un électorat, et c'est un électorat qui est important, on l'a vu, il a eu quand même énormément de voix aux États-Unis. 74 millions. Quelques 75 millions. 8 millions de moins que son adversaire. Oui, mais personne ne veut. Moi, je ne conteste pas la victoire de Biden. C'est pas négligeable. Ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt. Donc, ils n'ont pas intérêt, les démocrates, à en faire trop. Mais il ne faut quand même pas passer l'éponge. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait ce procès. Alors on verra, parce qu'en plus le procès que certains démocrates instruisent, ils veulent le rendre inéligible pour le coup d'après. Sincèrement, je ne crois pas que Trump soit en position de se présenter. Alors ça, c'est une vraie question. Mais je vous pose la question, est-ce que vous trouvez normal qu'à ce jour, il n'est toujours pas un compte Twitter? Moi, je voulais demander à Yves Tréhard et à Laurent Geoffrin, ainsi qu'à Daniel Sheik, est-ce qu'ils trouvent normal que le président aujourd'hui des États-Unis n'a plus... Non mais ça a un rapport. Non, ça n'a aucun rapport. Il y a une procédure légale. C'est qu'il s'agit de lui fermer la bouche et de l'empêcher. Mais Twitter, c'est une compagnie privée. Mais Twitter, c'est une compagnie privée. Qu'est-ce que ça a à voir avec la... On fera tout à l'heure le débat sur Facebook et les réseaux sociaux. Ne prenez pas l'avance. Laurent Geoffrin. Les démocrates. Laurent Geoffrin, est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer qu'avec cette procédure, et c'est tout l'avenir politique aussi de Donald Trump qui est en question, c'est pas seulement sanctionner entre guillemets sa responsabilité ou non dans les événements du Capitole. Et là, ça va beaucoup plus loin. Mais si, il s'agit de ça. Il s'agit de sanctionner son comportement pendant l'assaut du Capitole. Tout le reste, c'est des élucubrations sur l'avenir. Dans 4 ans, je ne sais pas ce qui se passera et vous non plus. Donc vous ne pouvez pas en tirer des plans sur la comète. Aujourd'hui, il s'agit de juger
le comportement du président des États-Unis, qui était encore en poste à l'époque, et qui a incité à une forme d'émeute. Après, ensuite, il y aura un jugement. Et ce jugement sera largement partisan, puisque les Républicains étant majoritaires au Sénat, ils n'ont pas envie de voter contre le président. Ils sont plus majoritaires. Ils ne sont pas majoritaires, ils sont à 50-50. Mais c'est un peu normal. Oui, enfin, comme il faut 2/3 des voix pour condamner Trump, ça ne se produira pas. Donc, il n'y aura pas de condamnation. On peut peut-être aussi imaginer qu'il de faire un procès, c'est quand même la moindre des choses. Enfin, il a perdu. Imaginez qu'en France, il y a eu un assaut comme ça qui a été encouragé par un leader politique. Vous pensez qu'on l'aurait laissé passer? Oui. Franchement. On va avancer. Pareil, un assaut sur le palais Bourbon, ça vous semble normal? Gauche aujourd'hui en France, avec les Black Blocs sur les manifestations à Paris, je vois pas une grande différence avec tous les leaders de Mélenchon, des Insoumis et au-delà. Il n'y a pas une énorme différence, je suis désolé. Mais alors, monsieur Meyer Habib, vous dites, mais encore une fois, n'importe quoi. Ils n'ont pas envahi le palais Bourbon. Non, j'ai pas dit qu'ils avaient. S'ils l'ont pas envahi, ça n'est pas du tout la même chose. Vous comparez ce qui n'est pas. Exactement. Pas encore, mais il y a eu des appels à le faire. Enfin, il n'y a pas eu de violence à Paris. Il n'y a pas eu de violence grâce à Paris. Ils n'ont jamais appelé. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe? On n'a pas saccagé l'Arc de Triomphe. Au-delà du palais de Bourbon. Vous avez oublié ce qui s'est passé? Les gens ont été poursuivis. Ah, d'accord, ok. Alors voilà. Les gens qui l'ont fait. On n'a pas pour autant. Les gens qui l'ont fait ont été poursuivis. Moi, je condamne. Ceux qui ont été pris ont été arrêtés et mis en prison et ensuite passés en jugement. Il faut arrêter cette hémiplégie idéologique. Je demande à la gauche d'arrêter cette hémiplégie idéologique. Yves Tréhard. Non, mais Monsieur Meyer Habib, je crois qu'il faut pas tout mélanger, parce que je pense que si on veut faire le procès de Trump, il faut justement être assez juste, ou si on veut le défendre, il faut être assez juste dans le commentaire. J'aimerais bien qu'on parle de son bilan. Il y a un procès, ça mais paraît. C'est ça. Alors, on peut en parler aussi. On va avancer. Attendez. Ça n'a rien à voir avec son procès. Laissez finir Yves Tréhard. 2 secondes. Yves Tréhard. 2 secondes. Je termine. Vous pouvez condamner, et il faut condamner son attitude le 6 janvier, et à côté de ça, vous pouvez approuver sa politique, ça n'a rien à voir. Vous pouvez contester le fait qu'il ne puisse plus avoir accès aux réseaux sociaux, et moi je suis le premier à trouver ça tout à fait détestable qu'il n'ait plus accès aux réseaux sociaux, et estimer néanmoins que ce qu'il a fait, c'est tout à fait détestable le 6 janvier 1934. Le 6 janvier 2000. C'est si loin déjà, 2021. Alors, si vous le voulez bien, nous allons poursuivre le débat en accueillant un spécialiste des États-Unis, Benjamin Haddad, directeur Europe de l'Atlantic Council. Bonsoir Benjamin Haddad. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ces grandes gueules Moyen-Orient. J'imagine que vous écoutez depuis le début ce débat concernant cet événement qui a commencé il y a 1h20 maintenant, que le monde entier observe. Est-ce que pour vous, simplement, est-ce qu'il mérite d'être destitué, Donald Trump ? Oui, je pense qu'il mérite d'être destitué. Mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on peut poser le débat de façon nuancée. On peut d'un côté dire que Donald Trump a un bilan qui mérite d'être étudié, et c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, le Moyen-Orient, la Chine, sur l'économie, effectivement, il y a des points positifs dans ce bilan. Je rajouterais même, puisque je l'ai vécu moi depuis Washington, que son élection a été complètement refusée par les élites de Washington, par l'establishment démocrate, que ça fait des années qu'on s'est rattaché à des théories du complot sur le rôle de la Russie et les collusions entre la campagne de Trump, tout ça pour refuser la légitimité de son élection, plutôt que de se poser des questions sur la colère des électeurs qui avaient pu les mener à faire confiance à Donald Trump. Donc je crois que là-dessus, il y a aussi eu une forme de défaite de la pensée ces dernières années aux États-Unis. Mais pour autant, une fois que j'ai dit ça, son comportement, non seulement le 6 janvier, mais depuis l'élection de 2020, c'est-à-dire qu'il y a le fait d'appeler les manifestants à aller marcher sur le Capitole le 6 janvier comme il l'a fait, mais c'est la conséquence directe de 2 mois de déni de démocratie. Si Donald Trump s'était retiré... Qui vont faire peut-être par la suite de lui une victime, et donc de tous les Trumpistes et de tous ses soutiens. Mais c'était l'idée, et c'est qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où une majorité des 75 millions d'électeurs de Donald Trump refusent de reconnaître même la validité, la légitimité
de l'élection de Joe Biden. Ça, je crois que ça sera une tâche indélébile sur le bilan de Donald Trump et ça laissera des traces profondes dans la démocratie américaine, dans les divisions qu'on voit aujourd'hui, et la polarisation de la vie politique américaine. Et si Donald Trump s'était retiré, vous savez, l'élection a été assez serrée, notamment dans les États clés, donc on a eu le résultat, je crois, 4 ou 5 jours après. S'il s'était retiré ce soir-là, fort de son bilan, et en plus il laisse une politique de vaccination qui est plutôt efficace à son successeur qui va en profiter. S'il s'était retiré en disant, regardez, j'ai élargi ma base électorale, chez les Noirs, chez les Hispaniques, j'ai fait beaucoup plus d'électeurs alors qu'on disait que c'était un fasciste ou un raciste. 75 millions d'électeurs, c'est un record pour un perdant d'une élection. Eh bien, à mon avis, il aurait pu se mettre effectivement dans des conditions pour sortir la tête. S'il avait fait ça, il n'était pas Donald Trump. C'est ça le problème. C'est pas dans le caractère du personnage. Ce que dit Daniel Sheikh, c'est voilà, le naturel revient en galop. C'est ça que vous voulez dire, Daniel Sheikh. Benjamin Haddad. C'est vrai. Et alors, est-ce qu'on est ici dans une stratégie de toujours vouloir être le gagnant, de préparer la suite, de savonner la planche de son successeur, ou même dans un déni psychologique de la défaite de la part de Donald Trump? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ces 2 mois de la transition, c'est un comportement inacceptable et antidémocratique. Et c'est pour ça aujourd'hui que... Est-ce que pour autant, Benjamin Haddad, il faut empêcher tout retour de Trump pour une prochaine élection, si cette procédure va jusqu'au bout? Parce que c'est ça l'intention qui est derrière. Écoutez, il y a une constitution américaine. C'est pas la question. Vous posez la question de manière biaisée. Si, pardonnez-moi, Laurent, c'est une question. C'est la question. Mais non, parce que... Si, c'est une question biaisée, parce que vous supposez que les députés et les juges ont comme unique arrière-pensée de l'empêcher de se représenter. Mais peut-être qu'ils ont été choqués par l'assaut du Parlement. C'est supposé, Laurent, que la procédure va jusqu'au bout, pardonnez-moi. Benjamin Haddad. Alors, mettons de côté les juges, parce qu'il faut rappeler, l'impeachment, c'est pas... Je suppose rien, je dis que les gens ont été choqués par l'assaut, et donc ils veulent juger ce fait-là. On vous a entendu, Benjamin Haddad. On ne parle pas des juges ici. D'accord ? L'impeachment, la destitution, ce n'est pas une procédure judiciaire, c'est une procédure politique. Ce sont les élus, en vertu de la Constitution américaine, qui décident. C'est très rare. C'est d'ailleurs jamais arrivé qu'aux 2/3, on destitue un président. Nixon avait démissionné, mais il avait pris les devants. Ça veut dire c'est l'élite politique américaine, démocrate et républicain, qui doivent décider si le comportement de Donald Trump est allé tellement loin, a franchi tellement de lignes rouges qu'effectivement, on considère qu'il ne pourra plus se représenter dans 4 ans. C'est une situation totalement sans précédent, mais je vous rappelle quand même qu'un assaut sur le Capitole avec 6 morts, c'est totalement sans précédent dans l'histoire des États-Unis, qui pourtant a vécu des histoires de violence politique dans les années 60-70, mais ça, c'est sans précédent. On verra. Encore une fois, il y a beaucoup de garde-fous. Il faut les 2/3, donc il faut quand même 17 républicains sur 50, avec un Trump qui reste populaire dans l'électorat. Donc on verra où on en est. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que... Vous voulez dire qu'on est plus dans la symbolique dans cette procédure? Oui, mais elle est importante, la symbolique. Non, mais il y a de la pédagogie derrière. C'est très important. Mais attendez, elle peut aller jusqu'au bout? Elle peut aller jusqu'au bout si un tiers des républicains décident de voter pour. Je pense que c'est improbable, mais on en verra plus que lors de la procédure d'impeachment précédente sur l'Ukraine, où il n'y avait que Mitt Romney qui avait voté pour. Et effectivement, ils peuvent décider, puisqu'il y a de la flexibilité dans on va dire, la condamnation liée à la destitution, ils peuvent décider de l'empêcher de se représenter. Je pense que c'est peu probable, mais voilà, c'est un garde-fou rarissime du système politique américain dans des cas, effectivement, de violence, comme on l'a vu le 6 janvier, mais encore une fois, avec le comportement qui a précédé ça, qui a mené logiquement... Qui justifie cette situation, c'est en tout cas votre position. Merci beaucoup, Benjamin Haddad, d'avoir été avec nous dans les grandes gueules Moyen-Orient. Il nous reste 1 minute, je voulais parler quand même de l'autre aspect qui est du côté Biden, ce qui se passe en ce moment, avec notamment les propos sur le Golan. On en dira peut-être un mot juste après la pub. On en parlera juste après la pub, mais si vous le permettez. Après la pub, d'accord, on va attendre la pub. Deuxième partie, dans un instant, de nos grandes gueules Moyen-Orient. Restez avec nous, à Paris comme à Tel Aviv. On parlera également de ce problème ici en Israël. Les volontaires pour se faire vacciner sont de moins en moins nombreux. Alors on va poser la question, faut-il purement et simplement rendre la vaccination obligatoire? Ça fait mal, mais peut-être que ça pourrait aider à obtenir enfin l'immunité collective. Vos réponses sur Twitter, tout au long de l'après-midi, ça a basculé d'un côté comme de l'autre. Je vous donnerai les résultats dans un instant. C'est juste après la pause avec nos grandes gueules. À tout de suite.
Et merci de nous retrouver pour la seconde partie des Grandes Gueules Moyen-Orient. À mes côtés ce soir, Noémie Alioua, Meyer Habib, Daniel Sheikh, à Paris, Yves Tréhard et Laurent Geoffrin, que je remercie d'être avec nous pour la seconde partie de ces Grandes Gueules. Et nous allons maintenant donner la place à notre grand débat des GG. Et je vais vous surprendre en vous disant que nous aurons maintenant une grande page consacrée au Covid. Et pour commencer, bravo Daniel Sheikh. Et pour commencer, intéressons-nous à nos gouvernants. Vont-ils aller jusqu'au bout dans leur politique de confinement et de vaccination? Quand je dis confinement, c'est surtout en Israël, évidemment, puisqu'en France, la politique est légèrement différente. Quand on sait que partout, la société se fissure, les initiatives de contestation se multiplient, et d'ailleurs, Noémie Alioua, les exemples ne manquent pas. Oui, par exemple, alors que les musées et les salles de cinéma en porte close depuis maintenant 100 jours en continu, eh bien, le maire Rassemblement National de Perpignan, Louis Alliot, a décidé de rouvrir 4 musées municipaux. Il a insisté sur le fait qu'un protocole très strict avait été mis en place pour faire respecter la distanciation sociale, avec une jauge de 10 mètres carrés par visiteur, port du masque obligatoire, attente en extérieur et balisage au sol. Pour lui, il faut apprendre à vivre avec le virus car il n'est pas prêt de sortir de nos vies. En tout cas, cette décision ne fait pas l'avis de la préfecture, n'est pas de l'avis de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui a annoncé qu'elle allait déposer un recours contre le tribunal administratif contre ces réouvertures. À noter qu'en Israël aussi se développent des initiatives locales en violation des directives gouvernementales. Par exemple, la ville de Carmiel, dans le nord d'Israël, a rouvert ce matin ses centres commerciaux. Le maire Moshe Kuninski affirme qu'il souhaite aussi autoriser la réouverture des entreprises dont les employés ont été vaccinés, que cela en plus encouragerait la population à laisser faire vacciner. Rappelons qu'Israël est sorti de son 3e confinement dimanche dernier, mais que les centres commerciaux du pays, comme l'aéroport, demeurent toujours fermés. Il y a une menace massive d'ailleurs pour ce jeudi de rouvrir de nombreux magasins et centres commerciaux avec leurs directives à eux et à elles. Pour commencer, on va partir côté français, tiens, puisque c'était l'événement du jour, notamment l'initiative de Louis Alliot. Laurent Geoffrin, il a raison, Louis Alliot, quand il décide de pousser un petit peu le bouchon et dire allez, je rouvre dès aujourd'hui 4 musées à Perpignan? Il a raison de penser qu'il faut ouvrir les musées, mais je trouve un peu ironique et paradoxal que le Rassemblement national se fasse l'avocat de la désobéissance civile. Parce qu'on pourrait lui retourner la chose dans d'autres domaines. Et le fait de ne pas respecter les consignes. Eh oui, par exemple, si vous avez une association de migrants qui fait rentrer des migrants illégalement et qu'il y a une association qui les aide, est-ce que le Rassemblement national va les approuver ? Puisque apparemment il s'est rallié à la désobéissance civile. Et dans l'absolu, mon cher Laurent. Dans l'absolu, je pense qu'on a commis une erreur en martyrisant outre mesure les entreprises culturelles. Et notamment, on a eu grand tort de ne pas faire des expériences en disant on va ouvrir tel musée avec telle consigne sanitaire, et puis on va voir, en prenant l'état sanitaire des visiteurs et ensuite en voyant ce qui s'est passé, pour comprendre s'il y a effectivement contamination ou non. On n'a pas fait ça, on a tout fermé. Ce qui fait que la culture en France est complètement asphyxiée et qu'il y a des protestations légitimes par rapport à cette situation et qu'il y a certains élus, dont Alliot, qui disent ben non, on va rouvrir quand même. On a trop fait contre la culture. Mais est-ce qu'il a le droit? La question, il est maire d'une ville. La préfecture a fait appel. Non, mais moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il n'a pas le droit. Non, il n'y a aucune question. Il a un maire. Voilà, la question. Moi je suis. La question, c'est toutes les initiatives citées par Noémie. Je suis pour un État. Au fond, c'est le puzzle est en train de craquer. Non, mais de tous les côtés. Alors là, il est indépendant. La loi doit être la loi. Autrement, c'est fini. C'est l'anarchie. Et là, on a terminé. Si chacun commence à ouvrir de son côté, il y a des règles. Le tout est de savoir est-ce qu'une mairie a le droit de prendre un arrêté, mais elle peut le faire, mais la préfecture peut faire appel, et donc c'est la préfecture qui aura le dernier mot. Et c'est ce qui va sans doute se passer. Puis après, voilà, ça s'arrête là. Tout le monde a envie d'ouvrir, mais j'entends en Israël il y a des restaurateurs qui ont décidé d'ouvrir de façon sauvage. Ce serait dramatique. C'est pas façon sauvage. C'est à partir de jeudi, avec des conditions que eux ont imaginées. Pardon, je précise pour les gens qui nous regardent, mais Rabib, ce serait par exemple que seuls peuvent venir dans ces restaurants les plus de 60 ans qui ont reçu 2 doses et les moins de 60 ans qui ont reçu au moins une dose. Ou les autres qui ont au moins une attestation
une très bonne idée, mais elle doit être validée par le gouvernement. Ils sont négatifs. Ça peut être une très bonne idée, mais elle doit être validée par le gouvernement. Autrement, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Daniel Chek. Et je suppose le passeport vert. Je retiens. Qui nous parle à Paris? Yves Tréhard? Je retiens que, d'après... Oui, Yves, oui. D'après Meyer Habib, le président Trump a le droit de violer la loi, mais pas du tout. Parce que pour moi, Louis Alliot, en fait. Ça s'appelle un scud envoyé à 3000 km. On va pas revenir outre-Atlantique. Non, mais il n'a pas violé la loi. On va pas recommencer avec Donald Trump. Yves Tréhard, parce que pardonnez-moi, Louis Alliot, il prend pas non plus des risques. Yves Tréhard, Louis Alliot, il prend pas non plus des risques en ouvrant des musées. Pardon, mais il va pas y avoir non plus une foule en délire qui va se jeter sur 4 musées. C'est ce que j'allais vous dire, et je pense que Louis Alliot reflète une bonne partie, le sentiment que partagent beaucoup d'élus, qu'ils soient Rassemblement National, de gauche, de droite, peu importe. Je pense qu'il y a énormément d'élus aujourd'hui qui sont soucieux de l'état psychique de leurs administrés, de la population, et je dirais même que le président de la République lui-même est plutôt hostile à la fermeture. On le voit depuis pas mal de temps. Il veut que les choses rouvrent, il veut que l'activité reprenne, et moi je pense que ce que la France n'a pas réussi à faire, mais quel pays a réussi à le faire, c'est qu'il faut vraiment les gestes barrières, les masques, tester, tracer, isoler, vacciner et recevoir en nombre suffisant dans le système hospitalier la population, faire tout ça pour pouvoir conserver l'ouverture des commerces, des restaurants, de la vie, que la vie continue, ça me paraît tout à fait essentiel. Et je pense qu'on va être obligé de vivre très longtemps avec cette menace pandémique, parce qu'on voit qu'elle évolue, cette menace aussi, et qu'on ne pourra pas éternellement tous être enfermés. Il va falloir qu'on apprenne et que les gouvernements soient suffisamment agiles, les autorités soient suffisamment agiles pour faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre tout en étant sous la menace d'un virus. Et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que rien ne sera terminé avant la fin de l'année. Ça, j'en suis persuadé. Ça, c'est le mot qui est intéressant, ce que dit Yves Tréhard, Daniel Chek, c'est l'agilité. Est-ce que le gouvernement, ici en Israël, ne doit pas montrer un peu d'agilité, je dirais même de flexibilité? Certainement, et surtout de la cohérence, parce que les premiers signaux... les premiers signes de désobéissance civile, c'est un mélange de désespoir et de désaveu. Pour vous donner la parole d'ailleurs, ces restaurateurs qui veulent ouvrir jeudi, ils ont fait une déclaration. Ils affirment, et je les cite, avoir perdu confiance dans les promesses du gouvernement israélien. Exactement. Vous nous avez promis il y a 60 jours que vous fermiez le commerce pendant 2 semaines et nous sommes toujours fermés. Nous sommes fatigués de vos promesses. C'est très grave. C'est un désespoir légitime parce que la situation est catastrophique pour ces gens-là, mais pas seulement pour les restaurateurs, mais même pour le commun des mortels dans les villes et dans les villages en Israël, et un désaveu par rapport à une administration qui manque de cohérence, qui change de cap 3 fois par semaine, qui n'a pas obtenu le résultat promis, et donc ça explose. Et la seule différence, c'est que le pays est quasiment vacciné, qu'il y a plus de 5,5 millions d'Israéliens qui ont été vaccinés. Mais la preuve, c'est que ça ne change le bout pas. du tunnel. Mais attention, ce sera plus jamais comme avant. On voit le bout du tunnel. Je pense que d'ici 2 mois en Israël, avec le passeport vert, avec la double commerce, je suis certain que d'ici le 23 mars, les choses vont aller beaucoup mieux. D'aller au cinéma, d'aller voir des matchs de foot, d'aller dans un musée. Évidemment, ce sera plus jamais comme avant, pour longtemps à mon avis. Avec ces nouvelles variantes qui arrivent, dont personne ne sait comment ça va muter, on sait qu'on va vivre différemment. Mais c'est vrai qu'on peut parfaitement aller à un musée avec des gestes barrières, autant que d'aller au supermarché ou que d'aller à la pharmacie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi le supermarché je dis simplement, c'est que le vaccin marche. C'est extraordinaire. Et qu'avec un passeport vert, et je suis pour, on va peut-être en parler. Il marche, mais attendez, justement, le public ne suit pas, on va en parler dans quelques instants. Je voudrais juste vous dire ce qui a été discuté ce soir dans le cabinet Corona israélien. Ça s'est passé pendant cette émission. Ce ne sont pas encore des décisions, ce sont des propositions. Et voici le plan. Réouverture le 23 février des magasins de rue, des centres commerciaux, des gymnases, je serais tenté de vous dire pas trop tôt, des événements culturels et sportifs, des musées, des bibliothèques, mais avec des conditions. 3 millions d'Israéliens vaccinés avec les 2 doses. On en est à 2 millions là. Au moins 90% les plus de 50 ans vaccinés, on en est à moins de 80%. Maximum 900 patients atteints de Covid-19 en état grave, le R inférieur à 1. Pardonnez-moi, c'est des conditions compliquées. Et ensuite,
Dernière étape le 9 mars, cette fois-ci réouverture des cafés et petits restaurants, des parcs d'attractions, des conférences et lieux d'événements. Paris, écoutez, ça pourrait vous inspirer aussi. Voilà avec là encore des conditions, 4 millions d'Israéliens vaccinés avec les 2 doses, j'en suis ravi, et au moins 95% des plus de 50 ans vaccinés. Pardonnez-moi, mais en plan de réouverture, il y a quand même des conditions drastiques. C'est normal qu'il y ait des conditions, il y a le Covid, il y a le Corona. On a envie de revenir comme avant. Non. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut contrôler, à part peut-être, je crois qu'en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ça se passe plutôt bien, mais dans des pays confinés, dans l'Europe, c'est dramatique. Et pour avoir eu des centaines de victimes, pour avoir vu des dizaines d'enterrements, on n'est pas sorti de l'auberge, on espère en sortir. Le vaccin est un immense espoir, on va en parler, et je crois que ici, et j'espère chez nous aussi en France, très rapidement, on va pouvoir enfin voir le bout du tunnel. Noémie Aliwa. Non, il se trouve que c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'annonces et il revient beaucoup en arrière, donc on verra si c'est vraiment fait comme ils l'ont annoncé. Je voulais juste revenir peut-être sur les initiatives dont on a parlé un petit peu plus tôt, avec Louis Alliot et les maires également en Israël, qui décident d'aller contre l'État. Je pense que l'autre question c'est pas forcément uniquement de la désobéissance civile, c'est aussi le rôle des territoires par rapport à l'État. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un État centralisé qui décide de tout, ou est-ce qu'on veut de territoires, de localités, de municipalités qui, elles, prennent des initiatives? On sait que toutes les zones ne sont pas touchées de la même façon. C'est un peu l'éternel débat entre les Girondins et les Jacobins. Et donc, il s'agit de savoir si on donne plus de... Alors, c'est plus à Paris de nous répondre. C'est un débat. Pardonnez-moi, c'est à Paris que le maire de Ramat HaSharon. Oui, plein de maires. Je dois avoir les mêmes restrictions que le maire de Bnei Brak. Yves Tréhard. Oui, mais pardon, la question elle se pose plus en France, je pense. Yves. J'entends ce qui vient d'être dit, mais il y a une singularité française, c'est qu'en France, vous avez dans notre triptyque, je dirais, qui nous guide et qui nous gouverne, le mot égalité. Et on l'a vu à l'automne, quand il a été question de faire couvre-feu à Marseille et pas ailleurs, et ben tout de suite, les habitants de Marseille, à raison ou à tort, ont dit mais attendez, c'est pas normal, nous vous nous placez en prison alors que les autres, ils ont le droit de circuler. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si on prend État par État, des États comparables, on voit que centralisé ou pas centralisé, finalement, c'est un peu les mêmes cafouillages. Regardez l'Italie, est pas du tout centralisée sur le plan sanitaire, l'Allemagne n'est pas centralisée sur le plan sanitaire, la France est peut-être centralisée à l'excès, mais finalement les résultats sont les mêmes. L'Italie a eu énormément de morts, l'Allemagne est en train de souffrir énormément de la vague actuelle, et la France, qui est très centralisée, n'a pas traversé la tempête de meilleure façon. Donc centralisée. Et en plus, ou pas on n'a pas de vaccin en France, c'est ça qui me fait. C'est compliqué parce que me chagrine. Voilà. Et si vous décentralisez en France, ça vous empêche, par exemple, si vous habitez une grande ville très très touchée, vous pouvez pas aller parce qu'on va pas vouloir vous accueillir dans un petit village du sud-ouest de la France ou de Bretagne. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Et on a le triste chiffre ce soir, puisque la France vient de passer les 80 000 morts. Laurent Geoffrin, le plan que je vais annoncer ici pour Israël, ça peut faire rêver en France, ou alors c'est inapplicable? Rêver, non. Rêver, c'est pas le mot. Mais c'est vrai que c'est... Au sens pour résoudre la pandémie, c'est-à-dire, voilà les critères. Oui. Voilà les critères. S'il y a tel taux de contamination, tant d'hospitalisation, etc., voilà ce qu'on fera. Le gouvernement français ne l'a pas fait, ça encore. Le gouvernement français dit la situation est difficile, on va voir, attendons, peut-être que, mais ça donne de l'espoir, on verra, ça motive les gens à se vacciner. Etc. Or, le fait de préciser ces objectifs en fixant des critères, comme je viens de le lire sur votre écran, là, je trouve que c'est une idée assez juste et dont on devrait peut-être s'inspirer en France. Ça aiderait si ces objectifs ne changeaient pas tous les 3 jours. Mais le problème, c'est que les variants changent tous les 3 jours, on est obligé de s'adapter. Ah si. Les variants, ça prend un peu plus de temps que les variantes gouvernementales israéliennes. On va regarder maintenant ensemble la question du soir qu'on vous a posée toute la journée sur Twitter. Les résultats
résultats sont très intéressants. Est-ce qu'au final, surtout ici en Israël, où toute la population a accès aujourd'hui au vaccin, mais ne se vaccine pas, parce que le vrai problème, c'est que ce sont les volontaires qui sont allés se vacciner jusqu'à présent, et que depuis quelques jours, on observe une certaine désertion dans les centres de vaccination. Alors, pour répondre à cette question, faut-il rendre la vaccination obligatoire? À une majorité ce soir, à 62%, non. Vous nous dites non. 38% nous disent oui, mais je vais vous préciser, messieurs, dames, que durant l'après-midi, ça a changé. Parce qu'entre 17h et 18h, quand nous avons posté cette question sur Twitter et sur Instagram, il y avait une majorité qui nous disait oui, il faut forcer les gens à la vaccination. Vous répondez quoi les uns et les autres? Daniel Sheikh? Non, je pense qu'il ne faut pas obliger, mais encourager certainement, et y compris par des mesures de donner une sorte de bénéfice, d'incitation, d'encouragement à des gens, leur donner accès à des choses que les gens non vaccinés n'ont pas. Je pense que c'est surtout la raison, et surtout, c'est vrai qu'il y a la question d'égalité, mais se vacciner, c'est pas seulement un acte égoïste, c'est un acte solidaire. C'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen. C'est un acte civique. Oui, parce qu'on protège aussi les autres. On fait un pas vers la normalité de la société, et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être encouragé. Mais Rabib, obligatoire ou pas obligatoire? On ne pourra jamais obliger un être humain à se faire vacciner. C'est comme si demain je devais interdire le suicide. Quelqu'un veut suicider, il se suicidera. Et aujourd'hui, quelqu'un à moyen terme qui ne pourra pas se vacciner, pas suicidera, mais mettra en danger la vie d'autrui. Mais par contre, on peut inciter à le faire avec un passeport vert. Regardez ce qui s'est passé, je vais essayer de le faire, et je vous le dis en avant-première, pas avec les franco-israéliens et les gens qui veulent se rendre en Israël. Avec la Grèce aujourd'hui, avec le passeport vert, dans quelques semaines, on pourra voyager d'un pays à l'autre en montrant patte blanche. Et ben c'est ce qu'il faut faire. On dit ok, tu veux pas te vacciner, ok, mais tu pourras pas voyager, tu pourras pas rentrer dans tel magasin, tu pourras pas enseigner à l'école, etc., etc. Mais on ne peut jamais obliger un citoyen qui n'y croit pas à se faire vacciner. C'est mon sentiment, vraiment ce que j'ai au plus profond de moi-même. Écoutez cette proposition du ministère israélien de la Santé comme incitation à la vaccination, alternative évidemment à la vaccination obligatoire, que l'État cesse de financer les vaccins Covid-19 dans 2 semaines. Autrement dit, les habitants ont 2 semaines pour aller se faire vacciner. Et après, c'est 200 shekels la dose, c'est-à-dire 50 €. Excellent ça. Voilà. Est-ce qu'en France, Laurent Geoffrin, ça pourrait marcher, ce genre d'initiative pour inciter la population? Ça ne passera pas le test légal ici. Laurent? J'ai une idée hétérodoxe en France, j'ai une idée qui n'est pas celle de tout le monde. Moi, je ne suis pas du tout choqué par le fait que la vaccination devienne obligatoire. Ah, je fais une vous aurez répondu oui à la question, vous. En France, aujourd'hui, il y a... Oui. En France, aujourd'hui, il y a beaucoup de vaccinations obligatoires. Il y en a, je crois, 12 ou 13, pour des maladies qui ont disparu. C'est vrai. Donc les maladies qui ont disparu, la vaccination est obligatoire, et pour la maladie qui fait rage, elle est facultative. Et je voudrais qu'on m'explique ce paradoxe. C'est intéressant. C'est quand même bizarre, non? Très intéressant. C'est idiot comme raisonnement. Et oui. En fait, l'argument des anti-vaccins, c'est de dire qu'il n'a pas été suffisamment testé. Mais la seule différence, c'est que ce que disent les gens qui ne veulent pas le faire vacciner, c'est qu'il y aurait, et j'y crois, moi j'ai été le premier politique français à me faire vacciner, et je suis fier de cela. Mais je dis simplement, certains disent qu'il y a des effets secondaires, et qui vont arriver après quelques mois, voire quelques années. Et là, ce que dit Noémie Alioua aussi, c'est qu'on ne connaît pas les conséquences à long terme. Alors que pour les vaccins... Yves Tréhard, vous répondez quoi? Yves Tréhard, vous répondez quoi, à cette question? Oui, mais c'est une évaluation des risques comparatifs. Alors moi je répondrais pas tout à fait la même chose que Laurent. Moi, je suis plutôt contre la vaccination obligatoire, et Laurent fait référence à la vaccination obligatoire, les 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Et notamment, vous ne pouvez pas aller dans l'école publique en France si vous n'avez pas ces 11 vaccins sur votre carnet de santé. Moi, je suis plus partisan du passeport vaccinal. Pourquoi? Parce que, après tout, les gens sont libres de se faire vacciner ou pas, mais et à une condition, c'est que le vaccin soit accessible à tout le monde. Et ça, en France, on est loin du compte. Bah, très loin du compte par rapport à ce qui se passe en Israël. C'est vrai. C'est que le passeport ne peut exister que si tout le monde peut y avoir accès. En Israël, il y a des vaccins, mais les gens n'ont plus envie d'aller se faire vacciner. Le jour où tout le monde... Il y a une baisse. Le jour où tout le monde aura accès au vaccin en France, moi je suis assez favorable au passeport, et à ce moment-là, chacun prend sa responsabilité. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas aller en Israël. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas aller au cinéma. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas aller au musée. La solution, mais c'est ce qui va arriver. C'est votre libre arbitre, je dirais. Oui. Voilà.
Je ne sais pas, parce que vous savez, le temps avant que tout le monde ait accès au vaccin en France, ça va être... moi je dis pas avant la fin de l'année. Parti comme c'est parti... le gouvernement dit l'été. Et ça, c'est encore plus difficile. Sans doute. Et je vous rappelle ce triste chiffre tombé ce soir, le nombre de morts en France depuis le début de l'épidémie a franchi la barre des 80 000 ce soir. Autant dire qu'il y a peut-être aussi urgence en France à trouver des solutions, peut-être à trouver les fameux vaccins. Et on compte pas des milliers qui sont morts dans les EHPAD, qui n'ont pas été comptabilisés au mois de février, hélas. Alors, dernière question ce soir que j'aimerais vous poser à toutes et à tous. Il y a la gestion des vaccins, il y a aussi la question de la parole sur les vaccins. Et regardez ce qu'a annoncé Facebook il y a moins de 24 heures. Les groupes ou comptes qui partagent de manière répétée de fausses informations sur la vaccination ou la pandémie pourront être supprimés. Ça concerne Facebook, ça concerne aussi Instagram, puisque je vous rappelle que Facebook et Instagram, c'est le même groupe. Est-ce que Facebook est dans son rôle quand il fait ça ? À savoir que c'est un organisme privé, mais qui à la fois aujourd'hui, c'est l'endroit de la parole publique idéale. Qu'est-ce que vous nous répondez les uns les autres, monsieur le diplomate ? Je ne sais pas. Spécifiquement sur cette question, moi sentimentalement, j'ai plutôt tendance à être d'accord. À ne pas vouloir que les fausses informations sur le Covid-19 ne circulent filtrer, pas. Vous dites oui, il faut filtrer. Non, mais il faut placer ça dans le contexte du débat généralisé autour de Facebook. On ouvre des portes incroyables, c'est-à-dire que si on commence à bâillonner... D'un côté, on dit à Facebook... Ça va avoir l'effet inverse. Ça va vous plaire, la réponse, Meir Habib. D'un côté, on demande à Facebook de prendre ses responsabilités par rapport au racisme, antisémitisme, etc. D'un autre côté, on leur reproche de bâillonner les gens qui font circuler les fausses informations. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Donc on crée un ministère de la vérité qui va départager le... C'est pas un ministère. D'abord, il faut dire les choses. C'est une société privée et ce n'est pas l'État. Oui, donc elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut, oui. Elle peut faire ce qu'elle veut dans le cadre de la loi. Mais Habib est après Paris. Je crains au contraire que ça attise les thèses complotistes. Bien sûr que je suis contre les fausses informations. Bien sûr mais je crois qu'il faut les combattre avec des arguments plutôt qu'avec des interdictions, parce qu'on ne va pas y arriver et parce que ça va augmenter... Oui, mais ce que dit Daniel Check, c'est que les mêmes qui souhaitent la suppression des phrases antisémites sur Facebook sont ceux qui disent laissons par contre le dire n'importe quoi sur Covid. Tout dépend le degré. Il y a des gens qui partent dans des délires un degré moyen d'antisémitisme. Non, pas d'antisémitisme. Je parle par rapport. On parle pas d'antisémitisme. Pour tout le monde et dans tous les cas. L'antisémitisme, le racisme n'est pas une opinion. C'est un délit d'après la loi. Il y a une différence. C'est ça la différence. Le fait de penser qu'un vaccin n'est pas forcément quelque chose de bien. C'est exactement ce qui est dit dans la déclaration de Facebook. Les groupes ou comptes qui partagent de manière répétée de fausses informations sur la vaccination ou la pandémie. J'aimerais attendre aussi Paris. Et notamment des informations. Alors voilà. Qui veut réagir ? Laurent Geoffrin. Moi j'ai une idée là-dessus. Oui, Laurent. Je voudrais dire un mot. Je voudrais dire un mot là-dessus. Ça fait 10 ans que je plaide pour que Facebook, Twitter, Google, qui sont des médias, soient soumis à la loi commune des médias et qu'on arrête de privatiser la censure. Ces groupes qui sont des nouveaux féodaux, qui discutent avec les États pratiquement d'égal à égal, font leur propre loi, indépendamment de tout vote, de toute loi. Et ils font ça comme ils veulent. Les fameux GAFA. Je trouve que c'est totalement anormal. Appliquer les lois sur la presse. Au même niveau que les journaux que j'ai pu diriger ou que les télévisions sur lesquelles j'interviens. Il n'y a pas de raison dès lors que... Ou alors c'est la Poste. Ou alors ils disent, voilà, nous on est la Poste. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas les lettres, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on fait circuler. Or ça n'est pas le cas puisqu'ils interviennent sur le contenu de leur propre chef, en fonction de leurs propres critères qu'on ne connaît souvent même pas. Oui, mais justement, donc à partir de là, ce sont ce qu'ils aiment dire. C'est ce qu'ils aiment dire. Et dans un média, je termine. Dans un média, il y a un directeur de la rédaction qui est responsable légal. Et donc, il obéit à des lois démocratiques. Et à partir de là, la censure existe, mais elle est limitée à ce que la loi démocratique prévoit. En France, il y a une loi sur la presse, elle est consensuelle, tout le monde est d'accord là-dessus, et je pense que et Twitter et Facebook devraient se conformer à la norme de tous les médias, puisque c'est un média. Yves Tréhard, vous qui êtes homme de presse, vous seriez prêt à être le directeur de la rédaction de Facebook ? Oui. Non, parce que ce que j'aime pas dans Facebook et Google, si vous voulez, c'est qu'effectivement,
Ils s'affranchissent de la règle commune, en tous les cas pour ce qui est de la France, et qui deviennent, et c'est ça qui est très grave, ils deviennent les rédacteurs en chef. Et plus que ça, ils deviennent les directeurs de conscience de la planète. C'est-à-dire qu'ils font l'alpha et l'oméga. Il est grand temps que ces sociétés se soumettent, et ça c'est à nous de faire ce travail-là, enfin aux États de faire ce travail-là, aux élus, se à nous, soumettre sur le plan fiscal, parlementaires. sur le plan légal, il faut qu'ils se soumettent aux lois dans lesquelles ils agissent. Et je suis 100 fois d'accord avec Laurent, il y a une loi sur la presse et sur les médias en général, pas que sur la presse, sur les médias en France. Il faut que ils agissent exactement comme un journal ou comme une télé qui décide de mettre telle information plus haute qu'une autre et d'accorder plus de crédit. Le problème, c'est qu'il y a une telle quantité d'informations, c'est des milliards d'informations. Ils ne travaillent pas tout seuls, c'est-à-dire que c'est des gens qui décident de poster ce qu'ils pensent, qui décident de poster leurs propres informations. C'est pas On ne peut pas considérer que ce sont des sociétés. C'est une forme de démocratie virtuelle. C'est pas une question facile. Mais ça va. Benjamin, c'est pas. Où sont les limites? C'est une vraie question. C'est une vraie question. N'importe quoi. Vous dites quoi, mais l'incitation à la haine, l'incitation au meurtre, on peut pas tout où est la ligne écrire, rouge? mais on peut pas tout interdire aussi. Tout est une question de mesure. Non, mais ils disent pas tout interdire. Ils disent. Je dis aujourd'hui. Et Laurent disent au fond, il faut avoir une responsabilité. Je reviens à la case départ. Quand je vois que Twitter a bâillonné le président des États-Unis, je dis trop, c'est trop. Voilà. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. La boucle est bouclée sur les débats de cette émission ce soir. C'était magnifique. Merci à tous. Obsession Trump. La boucle est bouclée, c'est merveilleux. Merci à tous. Un grand merci Yves Tréhard, Laurent Geoffrin, d'avoir été avec nous ce soir en direct depuis Paris. Merci beaucoup Daniel Cheikh. Merci à vous. Merci Meir Habib, Noémie. On se retrouve demain. Avant de nous quitter, je vous rappelle la question du jour sur Twitter et Instagram. Vous pouvez continuer à voter. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination Covid obligatoire? Je pense à ceux d'entre vous qui nous regardent depuis Israël, parce qu'en France, c'est plus compliqué évidemment. Êtes-vous forcément opposé? Vous pouvez continuer à voter. Et nous, on se retrouve demain soir, à partir de 20h heure de Paris, 21h heure de Tel Aviv. Et dans un instant, Histoire et découverte avec Valérie Pérez. Bonne soirée à tous.